Très passionnant. Et on passe maintenant à l'exposé de François Hard sur l'application de la chirurgie réparatrice en urologie, là aussi beaucoup de choses. Monsieur le Président, cher Philippe Ménaché, mes chers confrères, merci beaucoup de m'avoir invité pour vous faire un peu le point. Ça s'appelle thérapie cellulaire, juste au-dessus. Voilà. Sur des applications de thérapie cellulaire en urologie, on m'avait demandé d'ailleurs de focaliser mon exposé sur ce sur quoi nous avons travaillé, qui était la prise en charge de l'incontinence urinaire et des réparations sphinctériennes. Et je vous dirai également un mot sur la dysfonction érectile. Alors effectivement, c'est un domaine absolument fascinant. Fascinant d'abord pour nous, les praticiens, mais également fascinant pour nos patients et pour le public. Et tout ceci nous oblige également à extraordinairement de modération dans la présentation des résultats qu'on peut en faire. Parce qu'il y a, et on l'a vu, je vous parlerai de l'essai thérapeutique que nous avions conduit à Tenon, où nous avions 24 places pour cet essai thérapeutique. J'aurais pu inclure 200 personnes. Parce que dès qu'on dit qu'on fait de la médecine qui régénère, qu'on va utiliser le corps humain comme médicament, comme réparateur, eh bien, les patients sont extraordinairement en appétit de ce mode de réparation. Il faut qu'on soit extrêmement prudent et rigoureux dans les résultats que nous présentons. Et vous verrez, dans le domaine de l'incontinence urinaire, malheureusement, nous avons eu affaire à un scandale très important. Alors un mot sur les personnes qui m'ont accompagné dans ce projet. Donc ce que je veux vous refaire, ça va peut-être paraître simpliste, mais c'est le cheminement qui nous a amené depuis le concept jusqu'à l'essai thérapeutique et à ses résultats, et y compris les résultats d'assez long terme maintenant sur les patients. Donc nous avions eu l'idée, alors pas au hasard, d'utiliser les myoblastes pour la réparation sphinctérienne. Alors pas au hasard, Philippe Ménaché le sait certainement, j'ai fait à l'époque mon DEA avec Alain Carpentier, et donc j'ai toujours eu un œil particulier sur ce qui se passait dans ce fameux laboratoire, et quand j'ai vu qu'on utilisait des cellules musculaires pour réparer le cœur, je me suis dit, bien, si ça répare le cœur, ça peut bien réparer les sphincters urinaires, et donc on peut bien en faire quelque chose. Donc finalement, effectivement, il y a une certaine forme d'ubiquité dans les réflexions de recherche. Donc voilà, je ne reviens pas, c'est un véritable enjeu de santé publique, et donc ça vaut la peine de chercher à réparer avec ses avantages, qui étaient à l'époque d'autogreffe, de cellules médicaments, sans utilisation de matériaux prothétiques. Tout ça, ce sont les termes qu'on a utilisés à l'époque, quand je suis venu devant vous d'ailleurs, Philippe Ménaché, pour demander l'autorisation pour l'essai thérapeutique à la NSM, on va en reparler. Et puis le fait qu'il avait été découvert depuis de nombreuses années des cellules dans le muscle capables de réparer le muscle. Et donc on s'est dit, probablement, si on peut utiliser ces cellules, on va pouvoir les utiliser pour la réparation de lésions musculaires sphinctériennes. Et donc il y avait déjà des essais thérapeutiques, bien sûr, dans la dystrophie musculaire, dans certaines maladies du muscle. La cardiopathie ischémique, le maître est ici, et puis donc nous qui voulions développer la réparation de l'incontinence urinaire. Alors la première cible, mais finalement il aurait peut-être mieux valu que je sois chirurgien digestif, c'était de s'attacher à ce fameux sphincter urétral, mais qui est certainement pas, on va en reparler tout à l'heure, pas le meilleur modèle, parce que c'est un tout petit muscle, qui n'est pas si facile que ça à évaluer, et il eût été bien préférable de faire un modèle sur la réparation du sphincter anal, qui est un modèle de déchirure, de lésion mécanique, beaucoup plus simple à reproduire, et beaucoup plus facile à évaluer, soit par l'imagerie, soit par des explorations physiologiques. Mais il se trouve que je suis urologue, donc je me suis intéressé à l'urètre, c'est normal. Donc, ce muscle est situé bien sûr autour de là, facilement accessible. Le but c'était bien de faire de la chirurgie, même pas de la chirurgie, du traitement percutané, donc de l'injection de cellules dans le muscle. Et on s'est dit, voilà, avant de réparer les gros muscles, puisque c'est un petit muscle, on devrait bien y arriver, puisque le défect n'est pas très important. Encore fallait-il avoir un modèle expérimental. Et là commencent les ennuis, parce qu'effectivement, il n'était pas question d'envisager un essai thérapeutique humain sans avoir eu une preuve expérimentale de ce que nous avancions. Or, les modèles expérimentaux d'incontinence urinaire d'effort n'existaient pas à l'époque. Il a donc fallu créer un modèle reproductible. Plusieurs options étaient envisageables et nous nous sommes, rabattus sur une section microchirurgicale du sphincter pour créer une lésion sphinctérienne qui finalement n'existe pas chez la femme dans la vie réelle. C'est donc véritablement un modèle expérimental dérivé qui n'existe plus chez l'homme quand il y a une lésion urologique au cours d'une chirurgie. Et donc voilà, on a réussi à mettre au point un modèle expérimental. Voilà l'étude des pressions sphinctériennes.
Voilà, après notre section du sphincter, la pression baisse et elle reste durablement stable vers le bas, donc c'est bien, on a un modèle reproductible, c'était la première étape, et donc avec la preuve également histologique de cette lésion que l'on pouvait suivre. Donc le modèle est mis au point, il est stabilisé, avec ses limites, puisque c'est un animal quadrupède, c'est le rat, alors que bien sûr, l'être humain est bipède. Donc première étape, validée. Deuxième étape, essayez maintenant d'utiliser ces fameuses injections de cellules musculaires. Alors nous, le projet, à l'époque, était donc de faire une biopsie musculaire, d'extraire les cellules satellites ou les cellules dites régénératrices, de les cultiver, puis de les réinjecter. Donc il y a bien une phase de laboratoire entre la phase de prélèvement et la phase de réinjection. Donc les animaux avaient la lésion créée à J0, le prélèvement musculaire, la phase de culture, puis la réinjection, et ensuite, bien sûr, les analyses histologiques et fonctionnelles plus à distance. Et donc tout ça a donné lieu à publication, et chez l'animal, j'ai gardé qu'une seule diapositive sur la fonction. Oui, on régénère bien la fonction. Vous avez en violet la réparation chez les animaux qui ont été greffés par rapport aux témoins. Vous avez quasiment une réparation en termes de pression sphinctérienne à l'identique de ce que l'on avait avant la création de lésions, alors que bien sûr le groupe contrôle avec injection simplement de sérum physiologique n'avait aucune variation. Donc ceci a été publié, donc a été un élément fort pour que nous obtenions l'autorisation de l'essai clinique. Deuxième partie dans le protocole qui était l'incorporation de ces cellules. Oui, des cellules marquées s'incorporent bien dans les éléments musculaires. Donc nous avions la double preuve, si j'ose dire, d'une part la réparation fonctionnelle, d'autre part la réparation histologique. Et donc nous avions donc conclu à ces 3 points. Ce qui nous a permis de débuter en février 2005 2 essais cliniques qui étaient à l'époque les deuxièmes essais au monde d'utilisation de cellules musculaires autologues pour la réparation sphinctérienne. Nous avons eu 2 essais, un chez la femme, où la commission nous a demandé de n'inclure que 12 femmes qui étaient candidates à la chirurgie la plus lourde, qui était le sphincter urinaire artificiel. Donc vraiment des femmes, vous allez voir la typologie, en situation d'échec de l'ensemble des traitements, et à l'inverse, 12 hommes qui, eux, avaient plutôt une incontinence moyenne à modérée après chirurgie du cancer de la prostate, et en nous demandant, on s'est mis d'accord, comme critère principal de jugement, l'innocuité d'utilisation de ces cellules sur 2 points. Est-ce que finalement, on ne va pas développer un super sphincter et obstruer les patients, c'est-à-dire ne pas maîtriser le développement des cellules que l'on injecte? Et deuxièmement, ça reprend le point de Richard Billet, est-ce que tous ces facteurs de croissance qu'on va injecter ne vont pas réveiller le cancer, puisque ce sont des patients qui avaient des cancers de la prostate? Donc sur ces 2 points, nous devions absolument répondre. Alors je dis deuxième essai thérapeutique au monde, parce que nous avions été doublés par une équipe autrichienne, qui, elle, avait publié dans le Lancet. Ben oui, mais quand je parlais de scandale tout à l'heure, c'est que l'essai clinique de l'équipe autrichienne, il a donné lieu à un grand scandale. Cet essai a été rétracté du Lancet pour faux, mensonges, et j'en passe, et des meilleurs. Le président de l'université a démissionné, le doyen a démissionné, le chirurgien concerné a été mis à la retraite d'office. Donc l'essai thérapeutique a été rétracté. Pour ça, je vous dis qu'il faut beaucoup de prudence. C'est sûr que l'industrie, bien sûr, on a appris ensuite qu'une levée de fonds venait juste d'être faite pour renflouer les comptes de la start-up qui était derrière cela. Et donc, bien sûr, la publication de l'essai, elle venait fort à propos pour les actionnaires. Donc voilà, attention quand même aux résultats qui sont présentés. Alors nous, c'est beaucoup plus modeste. J'ai repris là juste nos résultats. Et quelque part un peu décevant. Il faut bien en convenir sur ce type de modèle. Donc d'abord, sur les patients qui ont eu des prostatectomies totales. Donc je vous l'ai dit, c'est 12 patients. Nous avons donc répondu aux critères principaux d'évaluation qui étaient l'innocuité. Nous n'avons obstrué aucun patient. On aurait peut-être bien aimé finalement au bout du bout, mais nous n'avons obstrué aucun patient. Il n'y a pas eu de super sphincter. Et nous n'avons eu aucune évolution, aucune récidive locale qui ait pu être constatée et imputée au traitement qui avait été administré. Maintenant, en termes d'incontinence urinaire, nous n'avons observé quasiment que des améliorations, toujours très subjectives, étant entendu qu'il n'était pas prévu dans ce protocole de groupe contrôle. On était bien dans une phase purement exploratoire, donc tous les patients étaient traités et savaient qu'ils étaient traités. Alors maintenant, je vais juste rebondir sur ce que vous avez dit, Philippe Pénaché, tout à l'heure. C'est qu'il se trouve qu'il y a 15 jours, j'ai mis un sphincter artificiel à un de ces patients. Et je me souvenais, c'est lui qui me l'a rappelé, quasiment plus qu'il avait été dans le protocole de thérapie cellulaire. Eh bien, en disséquant son urètre, je dis à mon aide,
je n'ai jamais vu autant de muscles autour de l'urètre. Et c'est après que le patient, je le revois, il me dit, alors vous voyez, c'était saison 2, vous m'avez injecté des cellules il y a des années. Donc il était en échec total, puisque je lui ai posé un sphincter artificiel, et pourtant je n'ai jamais vu autant de masse musculaire autour de l'urètre que chez ce patient. Donc voilà, alors on restaure un muscle, mais on ne restaure pas la fonction, en tous les cas, aujourd'hui on n'a pas su faire ça, mais ça m'a interpellé quand vous avez dit ça tout à l'heure, parce que j'ai eu cette expérience il n'y a pas moins de 2 semaines. Chez les femmes, les résultats ont été un peu plus intéressants parce que c'était des patientes qui étaient en échec total de l'ensemble des traitements. Donc elles étaient candidates au sphincter urinaire artificiel cher à François Richard au fond de la salle. Donc quand une patiente est candidate au sphincter artificiel, c'est que vraiment, elle est au bout du bout des options thérapeutiques. Et bien chez ces patientes au bout du bout, 3 sont devenues sèches avec l'injection des cellules musculaires. Encore une fois, il n'y a pas de groupe contrôle, on sait très bien que beaucoup de choses peuvent intervenir ou interférer, mais ce sont les patientes qui étaient très sévèrement atteintes, et d'autres ont été améliorées. Vous voyez, au global, la moitié d'entre elles nous ont dit qu'elles avaient été améliorées. Alors quand je vous disais tout à l'heure que ce n'étaient pas des patientes qui avaient une incontinence modérée, vous voyez le nombre d'épisodes de fuite par semaine, et une des patientes avait même plus de 200 épisodes de fuite. Enfin, voilà, c'était vraiment des incontinences très sévères. Nous avons fait, ça c'est une publication de 2014, une analyse plus à distance. Et nous avons revu ces patients quasiment 10 ans après les injections. Sans qu'il n'y ait rien eu entre-temps, et en particulier pas de rééducation, ce qui avait probablement été dans ce protocole une erreur, parce que ce n'est pas le tout d'injecter du muscle, encore faut-il le faire travailler. Et donc chez ces patientes, qui étaient un peu lâchées dans la nature finalement, eh bien, plusieurs années après l'injection, vous avez 2 patientes qui sont restées complètement sèches, alors que, je le redis, elles étaient candidates au sphincter artificiel lorsque nous les avons vues initialement. Donc voilà, c'est très hétérogène, ce sont de tout petits effectifs, mais ce sont des signaux. Autant chez l'homme, le signal que nous avons eu, ça ne marche pas. Autant chez la femme, le signal que nous avons reçu, oui, il se passe quelque chose dans ce modèle d'injection de cellules musculaires autologues. Après phase de culture, encore une fois, le modèle était complexe. Nous faisions de biopsies de deltoïdes à l'ensemble des patients. Ces biopsies étaient envoyées dans un laboratoire pour isolement des cellules, mise en culture, réinjection. Donc un protocole particulièrement lourd, puisque chaque patient étant son propre traitement, il y avait un suivi extrêmement complexe. Alors, il n'y a pas beaucoup d'essais cliniques aujourd'hui. C'est surtout des données précliniques dont on dispose. Et on voit que finalement, aujourd'hui, tous les types de cellules, souches, on va dire, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais sont utilisées. Et toutes avec des résultats plus ou moins concluants dans les modèles expérimentaux. Donc aujourd'hui, on en est là. Il n'y a quasiment pas de preuves cliniques aujourd'hui de l'efficacité ou du meilleur modèle à utiliser en termes de régénération sphinctérienne. Donc ça reste décevant, ça reste très préliminaire, mais voilà où on en est en tous les cas aujourd'hui. Personne ne peut soutenir l'affirmation, la thérapie cellulaire, quelle que soit l'utilisation ou le type de cellule, est un traitement de l'incontinence urinaire d'effort de la femme. Un mot, parce que le temps est compté, sur la dysfonction érectile. Voilà bien également un sujet de fascination pour le grand public. Imaginez, nous allons traiter la dysfonction érectile en injectant des cellules autologues. Et bien là aussi, attention à la modération en termes de communication. Plusieurs essais cliniques là ont été présentés, essentiellement après chirurgie de cancer de prostate, ou bien en cas de dysfonction érectile chez le patient diabétique, avec soit des cellules de sang de cordon, soit des cellules placentaires, soit des cellules de moelle osseuse, soit des cellules graisseuses. Et là, on voit là aussi que les résultats sont extrêmement hétérogènes et que rien ne permet aujourd'hui de soutenir l'affirmation que ce mode d'administration de médicaments cellulaires permet d'améliorer la dysfonction érectile organique dans les situations qui ont été évaluées. Donc on reste vraiment sur des choses très très préliminaires. Donc voilà, j'ai pas fait les diapositives dimanche soir, mais quand même c'est une révolution en marche, cette affaire. On voit bien qu'on aura eu 3 champs, la médecine par les plantes, bah oui, la plante qui donne le médicament, la médecine chimique avec ces grands laboratoires qui synthétisent des molécules. Et aujourd'hui, on est dans la médecine humaine et dans le médicament cellulaire. Ça rejoint, le premier orateur est parti, mais moi je le rejoins complètement dans la rigueur qui est mise aujourd'hui dans la compétition internationale, et je suis heureux que la ville de Paris ait d'ailleurs subventionné, soit partenaire du laboratoire qui se met en place à Saint-Louis. En urologie fonctionnelle, ce sont des essais prometteurs, mais pour l'instant,
non transformés pour les amateurs de rugby. Je vous remercie. Merci beaucoup François, qui a presque tracé le station chirurgicale qui chaque année a été nourrie par ses travaux sur le sphincter. Voilà, est-ce qu'il y a des questions? Oui. Là-bas, avant l'urologue de service. Merci beaucoup pour l'exposé, très intéressant. Je me demandais, quand vous avez des résultats positifs à long terme, pour, si j'ai bien compris, pour vos essais thérapeutiques, c'est pas dû au départ que vous formez une masse musculaire non fonctionnelle et puis qui se remodèle avec le temps en fonction de l'environnement mécanique, comme ça se fait pour l'os? Est-ce qu'il ne faudrait pas faire une rééducation ou... Alors, il y a deux éléments pour votre question qui ne sont pas tout à fait les mêmes. Bien sûr qu'on se pose la question de l'effet bulking, comme on dit, c'est-à-dire de remplissage. D'ailleurs, il y a des injections dans l'urètre dont c'est le but, d'injection de collagène, d'acide hyaluronique, avec des résultats qui sont d'ailleurs très rapidement décevants. Donc l'effet de bulking, il disparaît très rapidement. Donc voilà, les essais chez l'animal ont veillé à éviter ça, puisqu'il n'y a aucune viscosité dans ce qu'on injecte. Il n'y a vraiment pas du tout d'épaisseur, c'est du liquide. Et d'ailleurs, c'est une des difficultés, c'est d'être certain qu'on injecte bien à l'endroit où on est supposé injecter. Et qu'il n'y a pas une fuite également de plus que l'on met. Probablement, mais je pense que d'autres le diraient mieux que moi, beaucoup plus que les cellules qu'on injecte, c'est ce qu'est le véhicule qui va être important, c'est sur des effets paracrines, des effets locaux, beaucoup plus que la cellule elle-même. Donc c'est vraiment la cellule qui répare son environnement, beaucoup plus qu'elle apporte quelque chose par elle-même. Deuxième élément de la question qui était sur la rééducation. Ben oui, ça a probablement été une erreur dans ces protocoles de ne pas faire travailler ces muscles. Le sphincter urinaire ne travaille pas forcément spontanément, surtout chez des patientes qui sont en situation déjà d'échec, ou des hommes qui ont déjà eu de la chirurgie éventuellement délabrante, et on aurait dû probablement imposer. Mais je me souviens très bien pourquoi nous ne l'avions pas fait à l'époque, c'est que la rééducation, ça peut être parfois très hétérogène. Quel type de rééducation, comment on fait? Et la rééducation par elle-même, on nous aurait dit après, oui, mais c'est votre rééducation qui les a améliorés, c'est pas forcément l'injection. Et donc c'était compliqué, mais conceptuellement, bien sûr, ça paraît assez logique. Juste une question. Merci beaucoup François de ton exposé. À côté des cellules, il y a aussi des tissus. Et on avait eu ici à l'Académie Anthony Atala des États-Unis qui était venu, qui nous avait montré des essais chez l'homme de vessie reconstituée pour remplacer des parties de vessie. Ça a été publié avec de bons résultats, et puis finalement on voit que ça ne suit pas, qu'il n'y a pas, ça ne s'est pas diffusé. Alors c'est quoi le frein finalement? On a beaucoup d'espoir, mais finalement... J'en ai volontairement pas parlé des travaux d'Atala pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que le concept me paraissait surprenant, parce qu'il avait proposé donc une alternative de réparation de la vessie chez les enfants atteints de spina bifida, du myélomélanocyte. Quand on connaît le principe des vessies neurologiques, on n'est pas sur une problématique de muscle, on est sur une problématique d'innervation. Donc on change l'ampoule là où le nerf ou le fil électrique est coupé. Donc le concept déjà ne me plaisait pas trop. Et puis je suis toujours surpris, tout comme toi d'ailleurs, de voir des résultats publiés dans le Lancet avec Boult, renfort de promotion, et puis qui 10 ans après ne donne absolument rien, et tout comme toi, j'aimerais bien voir la suite. Mais ça fait 10 ans. Donc, comme dit la chanson, voilà, il faudrait que ça soit maintenant, quoi. Donc voilà, donc il y a quand même des éléments qui sont surprenants, mais d'abord le modèle, un modèle de vessie myogénique. Il aurait pris dans son essai de grandes vessies, comme on connaît, des méga-vessies, atones, distendues, où on sait très bien qu'il y a une hypoactivité vésicale. On pourrait imaginer, il y a des vessies myogènes probablement, même certainement. Mais lui, il a pris des vessies neurogènes. Donc on ne répare pas une vessie neurogène en remettant du muscle. Donc voilà. Voilà. Et donc, j'en sais un peu plus que toi. Félicitations Jean-François pour ta présentation que je connaissais bien. Je voulais te demander, parce qu'en effet, la difficulté des sphincters striés, comme tu l'as dit, c'est qu'il y a toute une partie fonctionnelle que même chez les sphincters normaux, on ne connaît pas très bien. Et donc, même si anatomiquement on peut réparer des choses, sur le plan fonctionnel, on a des doutes.
Est-ce que, à ta connaissance, sur le sphincter anal, qui serait un bien meilleur modèle, il y a eu de tels travaux et quels ont été leurs résultats? Alors, bien sûr, c'est beaucoup plus, c'est un bien meilleur modèle. Le modèle du sphincter anal est un très bon modèle expérimental pour ensuite pouvoir étudier le sphincter urétral. Donc, nous avions mis en relation, à l'époque, Anne-Marie Leroy, qui est bien connue ici, donc les équipes de Rouen, avec les personnes avec qui nous travaillons sur les cellules. Et donc, il y a eu un projet d'essai clinique. Après, moi, je n'ai pas suivi parce que c'était hors de mon domaine, mais je ne suis pas sûr que ça ait abouti. Mais le modèle, oui, ça aboutit, enfin, pas cliniquement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas de travail, de proposition thérapeutique. Je ne crois pas avoir vu d'essai clinique, parce que je ne crois pas qu'il ait été jusqu'au bout. Mais bien sûr que c'est le modèle très important, enfin le plus utile, encore une fois, parce qu'on peut l'examiner, ce sphincter, on peut le voir, alors que le sphincter urétral, on n'est même pas certain qu'il soit la cause de l'incontinence urinaire chez la femme, en tous les cas pas chez tout le temps. Et puis en plus, dernier point, je m'excuse Richard, c'est qu'en termes d'alternatives thérapeutiques, le besoin est encore moins bien couvert, puisque la chirurgie réparatrice du sphincter anal est extrêmement compliquée et finalement avec des résultats plus aléatoires, alors qu'en urologie, il y a aujourd'hui des techniques plus développées pour la réparation. Je dois juste aller dans ton sens. Je crois que si tu veux, quand on a travaillé pendant les Cuisina sur le sphincter du rectum, et puis dire ce que dit François, je crois que c'est le plus mauvais sphincter de la Terre, puisque déjà les anatomistes ne s'entendent pas dans la description anatomique du sphincter. Donc ça fait un mauvais choix. Et deuxièmement, je rajoute ce que tu dis, c'est que pour traiter l'incontinence d'urine, tu sais bien, François, c'est le sous-traitement sous-urétral, il ne fait pas de sphincter, il traite l'incontinence d'urine. Donc, si je suis déçu que tu n'aies pas eu, par contre, un résultat chez l'homme. Or, qu'on traite aussi, remarque, tu vas me dire, l'incontinence urinaire chez l'homme par des bandelettes sous-urétrales. Donc, tu vois, je pense malheureusement, j'allais dire, en te regardant dans les yeux et un peu vulgairement, c'est vraiment complètement idiot que tu ne sois pas proctologue. Parce que, par contre, pour revenir, si vous voulez, il y a eu une séance avec lequel on était avec Bernard Lenoir sur le sphincter anal, et je crois que les résultats d'Anne-Marie, de François Michon et d'Elbet, je crois que à Rouen sont extrêmement intéressants, avec, je crois, un essai thérapeutique clinique en cours, malheureusement, je ne me souviens pas, qui est beaucoup. Alors, est-ce que c'est une façon de présenter, mais quand ils présentent, ils sont beaucoup plus optimistes et avec des résultats bien meilleurs sur l'incontinence anale. Avec une remarque également, c'est que, puisque je me suis beaucoup intéressé à ces deux incontinences, c'est que malheureusement, jusqu'à maintenant, on ne sait pas durcir l'urine, et je pense que c'est un truc de recherche, puisque dans l'incontinence anale, on a plein d'autres moyens d'améliorer l'anal, d'améliorer de résultats sur des matières solides. On ne peut pas avoir, a priori, c'est une réflexion que longtemps que les oiseaux ont bien compris. Excuse de cette parenthèse. Voilà. On va redonner la parole au maître. Moi, je te remercie parce que tu m'achèves, parce qu'après avoir été un chirurgien cardiaque avorté dans l'œuf, un gynécologue refoulé, je pensais qu'en ayant fait de l'urologie, j'avais trouvé ma voie, mais j'ai changé trop tôt. Donc je te remercie. Voilà, je repars, monsieur le Président, à fondrer un peu plus que ce matin. C'était pas le but. Je voudrais juste te poser une question tout à fait ponctuelle sur les résultats chez l'animal. On a vu donc sur le diagramme que sur le plan fonctionnel, il y avait eu une amélioration. Est-ce qu'au moment où l'amélioration fonctionnelle a été observée, vous avez pu retrouver des cellules? Ah oui, bien sûr. Bien sûr, parce qu'il y avait une partie de l'échantillon qui était prélevée, et donc l'échantillon contrôle, voilà, et bien sûr qu'on avait des cellules. Le problème, c'est que chez l'animal, la lésion était extrêmement pure. Alors qu'en clinique, la lésion sphinctérienne n'est pas pure. Là, on avait fait une section et on met des cellules pour combler la perte de substance. En plus, ce sont des lésions fraîches. Et donc, probablement, c'est à ce moment-là que tout ce que les cellules amènent comme vecteur va prendre son rôle dans la réparation de la plaie. Voilà. Très certainement, c'est ce qui s'est produit. Quand vous cultivez ces cellules, toi, Philippe, et toi, François, elles sont contractiles à un moment, elles peuvent former un espèce de tissu contractile. Ah oui, on les voit sur les boîtes, on peut les voir se contracter, bien sûr. Les cellules musculaires, nous, on ne les a pas vues se contracter, les cellules cardiaques, oui. Oui, les musculaires, celles qui musculaires, oui, en réalité, on ne les a vues se contracter qu'en réponse à une stimulation électrique. Mais on les voit, à ce moment-là, elles se contractent. Elles peuvent se contracter. Elles ont gardé leur capacité contractile. Mais il faut dire aussi une chose, si je peux juste une seconde, c'est que le myoblaste squelettique, c'est une cellule très particulière et un peu à part, qui a une résistance extraordinaire, ce qui explique sans doute l'observation de la semaine dernière chez le patient et mon histoire de chasse. On ne peut pas extrapoler ces résultats à tous les types cellulaires et
d'une manière générale, malheureusement, la plupart des cellules que l'on injecte, elles meurent assez vite. Donc le myoblast, de ce point de vue-là, est très particulier. Une fois de plus, on ne peut pas généraliser à partir de cela le fait qu'il y ait une pérennité dans la persistance des cellules, ce qui va dans le sens que tu disais, c'est-à-dire que vraisemblablement que ça marche par des effets paracrines, c'est-à-dire des sécrétions de facteurs. Et on en revient à la présentation de Madame Le Visage, qui correspond à une approche que beaucoup d'entre nous sont en train de suivre, c'est-à-dire l'utilisation certes des cellules, mais in vitro pour produire des facteurs. Avez-vous d'autres questions? Non, François, merci beaucoup. Ne sois pas découragé. Abattu, pas découragé, abattu.